Vous êtes sans doute déjà tombé malade, mais savez-vous comment tomber guéri? Alors pour répondre à cette curieuse question, je reçois Romain Vandendorp. Romain est un expert en neurosciences d'un genre un peu particulier. Il se contente pas de faire de la recherche, mais il teste ses hypothèses les plus extrêmes directement sur un cobaye humain lui-même. C'est ainsi qu'il s'est par exemple enseveli en maillot de bain dans la glace pendant 2h35, entrant au passage dans le livre des records et démontrant qu'on peut pirater son cerveau pour développer de réels super pouvoirs. Si vous aussi vous voulez découvrir le mode d'emploi de votre cerveau pour contrôler votre système nerveux autonome, pour comprendre comment apprendre à aimer les bonnes habitudes que l'on déteste, si vous voulez savoir à quel point il est important d'aller boire un verre avec des potes ou découvrir comment on en arrive à prendre son pied dans une eau à 0 degré. Bref, si vous voulez vivre votre vie sabre au clair, c'est l'épisode à surtout pas manquer. Mais juste avant, vous aimez ces interviews, vous voulez qu'elles continuent et profitent au plus grand nombre, alors pourriez-vous prendre 2 petites minutes pour vous abonner à ce podcast et laisser un commentaire? D'une part, ça me fait toujours incroyablement plaisir et puis ça contribue à la notoriété de Sabre Clair. Tout de suite, on écoute mon échange avec Romain. Salut Romain, bienvenue sur le podcast de Sabre Clair. Salut Christophe. Alors Romain, à quel moment, sérieux, tu te dis que le cerveau a des super pouvoirs qu'on a un peu oubliés et tu changes ta life? Voilà, à quel moment je me dis que le cerveau il a des super pouvoirs? Je te dirais que en fait moi là-bas je suis kiné, ostéo. Et en fait je m'aperçois que le corps il a des super pouvoirs quand j'ai des gens qui ont mal au dos depuis 20 ans et qui du jour au lendemain vont tomber guéris. C'est comme tomber malade mais dans l'autre sens. Ça veut dire que d'un coup d'un seul, leur système nerveux autonome va véritablement prendre son envol et ils vont lancer un processus de guérison immédiat. À ce moment-là, je me dis qu'on m'a pas tout bien expliqué à l'école, qu'il manque clairement des éléments pour comprendre. Et là où ça se passe, c'est là où on connaît le moins bien les choses, c'est-à-dire dans le cerveau. Parce que c'est facile de dire aux gens que c'est dans leur tête, mais il y avait quand même des choses aussi dans leur corps. Des contractures musculaires, de l'arthrose, des hernies discales. Et la mécanique, elle était bien comprise. Mais autrement dit, on avait bien compris le hardware, mais on n'avait pas du tout assimilé le software. Et c'est à ce moment-là que je me dis, ok, dans le cerveau, il y a des choses à aller comprendre, et je commence à me passionner pour cet organe-là, et c'est de là que tout a commencé. Alors normalement, un gars normal, il se dit, ok, bah ça s'appelle en fait l'effet placebo, quoi. Tu vois, t'as 30% des guérisons entre guillemets qui sont dues à cet effet placebo. C'est ce qu'on estime, je crois. Hein. Donc bah tu dis, bah ouais, en fait, voilà, j'ai ma réponse, point, fine, et j'arrête quoi, et je continue ma vie de kiné normale, quoi. Ouais, mais en fait, tu t'aperçois que d'une, ça arrive pas chez tout le monde, donc c'est pas un 30% stable. Que oui, il peut y avoir 2, 3 fois des personnalités plutôt hystériformes, je dirais, et sur lesquelles ça peut fonctionner. Mais quand ça fonctionne sur des enfants, quand ça fonctionne sur des dirigeants d'entreprise extrêmement pragmatiques, quand ça fonctionne sur Madame Bichon, où ça fait 15 ans qu'elle vient au cabinet, puis du jour au lendemain, il va se passer quelque chose. Bah, l'effet placebo, il aurait très bien pu se passer avant. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il se passe maintenant, à telle heure, à tel moment, dans telles conditions? Et finalement, ça a été d'avoir une démarche très scientifique, hein, finalement, de faire un recueil de données le plus objectif possible, en sachant qu'il y a toujours des biais qui sont de la partie, pour potentiellement en extraire le nectar et ainsi mettre des process en place efficaces. Donc, Qu'est-ce que t'as trouvé alors? En fait, Qu'est-ce que ces données t'ont apprises? alors, ces données m'ont appris que finalement, l'être humain, globalement, on a pu retranscrire ça sous le modèle qu'on a appelé le modèle des 3 sphères. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème, il ne peut y avoir que ces 3 sphères qui vont être mises en jeu. La première sphère, c'est la mécanique. Si on a une fracture à la jambe, voilà, c'est mécanique. Il faut prendre le temps que l'os cicatrise. C'est pareil. Si on a un arrachement musculaire, c'est pareil, ça prend du temps. Ça, c'est vraiment, finalement, ce transporteur de notre conscience qui est notre corps. Et il faut lui laisser le temps de cicatriser tout seul. Ça, c'est la première sphère. La deuxième sphère, c'est la sphère métabolique. C'est-à-dire la qualité de l'air que l'on respire, la qualité des aliments qu'on va manger, des boissons qu'on va ingurgiter. Oui, si on boit 3 bières tous les jours, au bout d'un moment donné, le foie, il va quand même en prendre un coup. Et il est normal de ne pas être en bonne santé parce qu'au niveau de la chimie interne, il va vraiment se passer des choses.
Et la troisième sphère, qui finalement pourrait être vue comme la première, celle qui est tout en haut, c'est la sphère neurocognitive, c'est-à-dire la manière dont on va appréhender nos humeurs et nos émotions du jour et du moment. Et ça va influencer finalement les deux autres sphères. C'est un peu comme si la sphère neurocognitive, elle était en haut, elle se remplissait, et qu'on n'avait aucun moyen de la faire décharger. Et donc, à un moment donné, parce que si je te dis, Christophe, entraîne-toi à la détente, tu vas me dire, ah ça y est, on est parti sur du développement personnel. Non, moi je suis un neurophysiologiste. Quand je dis entraîne-toi à la détente, c'est entraîne-toi à diminuer ta fréquence cardiaque, ta fréquence respiratoire, ton tonus musculaire, pour véritablement te détendre. Et tu vas me dire, ouais, mais ça, je sais pas faire, quoi. Je sais clairement pas faire. Donc, l'idée, c'est que comme on sait pas le faire, ça déborde et ça vient surcharger les autres. Et donc, des fois, on a des décompensations mécaniques et métaboliques par surcharge neurocognitive. Et ça, on le connaît tous très bien. Quand on a passé une bonne journée de merde, eh bien, le soir, quand on rentre, le bon petit verre de vin ou le chocolat dans le canapé. Bah oui, ça nous permet d'avoir une décharge endorphinique intense et directe qui va nous permettre de nous détendre. Mais c'est pareil, la douleur, c'est une décompensation. Ça peut être, dans certains cas, une décompensation cognitive. D'une surcharge, je me suis disputé avec ma mère, mes enfants ont été chiants, et puis du jour au lendemain, j'apprends une mauvaise nouvelle au boulot. Boum, et je vais me lever de mon lit, je vais mettre mes chaussettes, et je vais me coincer le dos. Ouais. Et il y a ceux qui vont guérir très vite, et puis il y a ceux qui vont mettre des mois et des mois avant de s'en sortir. C'est pour ça que là, c'est devenu intéressant d'aller scorer cette sphère-là aussi. Ouais, d'accord, ok. Mais alors, du coup, le froid là-dedans, c'est quoi? Comment ça rentre dans cette espèce de système que tu développes? Alors le froid, en fait, du coup, quand j'ai développé le modèle des 3 sphères, je me suis dit qu'il fallait une technique pour vider la sphère du dessus, autrement dit, vider la sphère neurocognitive, apprendre à se détendre. Et c'est là où finalement, je me suis rapproché de techniques comme la sophrologie, l'hypnose, la méditation, et toutes ces choses-là. Moi, j'y étais très, 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 très sceptique en tant que bon cartésien scientifique. Mais il se trouve que oui, la cohérence cardiaque, par exemple, c'est une technique qui permet d'abaisser sa fréquence cardiaque. C'est assez mécanique. Mais au-delà de ça, je me suis aperçu que grâce à l'imagination et à la concentration, si on s'entraînait régulièrement avec une bonne routine, eh bien, on pouvait obtenir des effets physiques et physiologiques. Autrement dit, c'était le pouvoir de l'esprit, de l'imagination plus de la concentration sur le corps par l'intermédiaire du système nerveux autonome. Et j'en reparlerai si tu veux plus d'infos sur le système nerveux autonome parce que c'est ma spécialité, le système nerveux autonome. Et en gros, le froid, elle est arrivée parce que je me suis dit, bon ok, mais elle est où la limite de ça? Où est-ce qu'on met la limite de finalement imagination plus concentration qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, aurait pu être considéré juste comme un effet placebo, mais qui va s'avérer finalement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant. Et je me dis, bon ben voilà, si vraiment je peux prendre le contrôle d'une fonction qui est hors de contrôle, comme la capacité à produire de la chaleur, la thermorégulation, eh bien dans ce cas-là, je vais prouver à moi-même et à l'ensemble de la communauté scientifique que je suis pas un taré, quoi, je suis pas fou moi-même, j'arrive clairement à obtenir des résultats que les autres n'arrivent pas à faire. Et donc le froid, ça a été un des moyens, quelque part, de prouver l'hypothèse de départ, ça d'un point de vue scientifique, et également l'élément déclencheur, ça a été le décès d'une petite fille de 4 ans qui est Augustine, qui en fait a été starter de ça, parce que c'est quelque chose qui chez moi a provoqué beaucoup de colère, et la colère, c'est ce qui te donne chaud. Et donc voilà, c'est un petit peu cocasse le début, mais le début, c'est que je rentre chez moi, j'ai passé une journée assez complexe. Mon ex-femme, ça faisait un moment qu'elle me disait, Romain, il faut ranger le jacuzzi gonflable qu'il y a sur la terrasse. Et on était déjà au mois de novembre, donc ça faisait déjà un moment que je laissais traîner ça. Et donc je rentre, je dis, ok, c'est bon, je vais ranger ça. Et j'arrive dehors et je suis vraiment très agacé. Et là, je me dis, punaise, mais l'eau froide, diminution de fréquence cardiaque, diminution de fréquence respiratoire, diminution du tonus musculaire. En fait, si je rentre là-dedans, ça va me calmer. Donc là, au lieu de ranger le jacuzzi gonflable, je commence à me mettre en caleçon. Mon ex-femme me dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Je dis, rien, je vais me calmer. Et j'ai commencé ma première immersion comme ça pendant 10 minutes, où je suis resté dans une eau à 8 degrés. Et quand je suis ressorti de là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ça va mieux, quoi. Donc non seulement ça allait mieux, mais en plus de ça, je savais que ça faisait du bien d'un point de vue physiologique. Le lendemain, j'ai été au laboratoire. J'ai parlé de ça aux potes du labo, en me disant, hier, j'ai un peu pété les plombs, je me suis mis dans l'eau froide. Puis on a bu quelques bières, parce que c'est un laboratoire belge dans lequel on fait des expériences. Donc comme tout laboratoire belge qui se respecte, à la fin de la journée, on boit quelques bières. Et là, on commence à se poser des questions avec quelques bières à la main en disant,
ouais, mais on pourrait peut-être travailler sur l'adaptation du génome avec le domaine de l'épigénétique. Il faudrait savoir en combien de temps un individu lambda qui n'a aucune croyance spécifique arrive par l'immersion régulière à reprendre le contrôle de son système nerveux autonome. Et on pourrait vérifier ta théorie. Mais on n'aura jamais l'autorisation d'un comité d'éthique. C'est pas possible. Envisager de mettre des gens X dans un congélateur pendant 2 ans, jamais ils vont nous l'autoriser parce qu'au bout de 40 minutes, tu es considéré comme mort. Donc là, on s'est dit, il faudrait qu'il y ait un mec, parce qu'on peut pas empêcher quelqu'un de faire des expériences sur soi-même. Et donc là, ça a été la bière de trop, quoi. On s'est dit, il faudrait qu'il y ait un mec qui s'entraîne régulièrement et qu'on s'amuse à gratter son épithélium à l'intérieur de sa bouche pour quantifier son génome et qu'on voit un petit peu le résultat. Et là, j'ai dit, ok, c'est moi. Moi, je vais le faire. Moi, j'ai un why quelque part. Je sais pourquoi je vais le faire. Je vais le faire déjà pour aller tirer des fonds pour l'association Wonder Augustine. De deux, pour moi, pour me permettre d'apprendre sur moi-même et de vérifier ma théorie sur imagination plus concentration. Et de trois, parce que ça va servir les avancées scientifiques au niveau de la physiologie de l'adaptation, c'est-à-dire de tous ces processus internes qui permettent au corps de s'adapter au milieu extrême. Alors il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. T'as d'un côté l'imagination, la concentration que tu évoques et donc le pouvoir que tu es capable de tirer de ça. T'as également l'activation volontaire du système nerveux autonome qui normalement par définition ne s'active pas sur le fait de sur la volonté. Et puis t'as le changement de génome. Et donc en gros, dans l'exposition au froid, qu'est-ce qui permet en fait de résister au froid de manière extrême comme toi tu l'as fait? Est-ce que c'est le pouvoir du cerveau et le pouvoir de la volonté? Et d'ailleurs, enfin, je voudrais que tu m'expliques d'ailleurs si c'était avant, après, pendant ton Ironman aux embruns, qui est un truc de débile mental aussi, pour voir un petit peu quelle était la puissance déjà initiale de ta volonté dans la vie. Est-ce que c'est l'activation mécanique de ce système nerveux autonome, ou est-ce que tu as progressivement changé ton génome et c'est ça qui ultimement te permet d'atteindre le record que tu as cassé, quoi? Alors en fait, la première chose, c'est que c'est pas du tout un pouvoir. Ça, c'est super important de le dire. C'est pas du tout un pouvoir. Moi, j'ai pas de pouvoir. J'ai juste eu la capacité de m'entraîner régulièrement avec la bonne méthode. Et c'est ça le plus important, finalement. Dans un premier temps, c'est comment on met en place une routine d'entraînement qu'on va réussir à tenir dans le temps. C'est-à-dire comment on met en place un processus de changement, finalement, que ce soit dans sa vie perso ou dans une entreprise, c'est exactement le même système. Eh bien, en fait, il faut utiliser la notion d'habitude. Il faut prendre de bonnes nouvelles micro-habitudes. Moi, mon habitude, c'était simple. Tous les jours où je suis pas en déplacement, à 6 heures du matin, je me mets dans mon congélateur d'eau froide à moins 1 degré. Voilà. Alors oui, il y a la bonne méthode d'entraînement, mais il y a aussi le fait d'y aller quand on a la flemme, la notion de volonté. En fait, la volonté, elle arrive grâce à l'entraînement. Les premières fois, on n'a pas envie d'y aller. Et il faut tenir au minimum 3 semaines. 3 semaines où on n'a pas envie d'aller se peler le cul dans un congélateur, clairement. Il faut tenir ces 3 premières semaines pour que ça devienne une routine, pour que ça devienne une habitude. Et c'est parce que on va y aller régulièrement, en finissant avec 2 choses. L'entraînement, il se finit avec 2 choses. Le plaisir de l'avoir fait. On ne cherche pas un résultat, on ne cherche pas à faire 1 heure, on ne cherche pas à se mettre mal à l'entraînement. Parce qu'il faut finir avec le plaisir, autrement dit une décharge d'endorphine. Et surtout, la frustration. La frustration de n'avoir fait que ça. De se dire, je n'ai fait que 10 minutes aujourd'hui. C'est de la merde. Vivement la prochaine fois. Parce que si on finit pas avec la frustration, ça coince. C'est un peu comme tous ces gens qui écoutent ton podcast, Christophe, et qui se disent, ouais, mais moi, je veux mettre en place un processus de changement, je veux aller courir, quoi. Ah, le mec, il n'a pas fait de sport depuis 10 ans, il écoute le podcast, et il se dit, ouais, je vais aller courir. Il prend ses chaussures, il prend un peu de reconnaissance sociale. Ouais, chérie, je pars courir, hein. Et le mec, il se met à courir. Et il s'est renseigné avant, il a été sur Google, il a tapé footing efficace, 45 minutes minimum. Pas fait de sport depuis 10 ans, 45 minutes. Qu'est-ce qui va se passer? Le mec, il va courir. Au bout de 45 minutes, il est au bout de sa vie totale. Il en peut plus. Il retourne chez lui, il reprend de la reconnaissance sociale. Il dit, ah, t'as vu, chérie? Le nouveau mois, hein, ça y est, hein, c'est bon, hein, c'est parti, hein. Ouais, sauf qu'en faisant ça, il vient de te tirer une balle dans le pied. Il vient d'associer sport égale douleur. Est-ce que le cerveau, il va avoir envie de continuer? Bien sûr que non. Il n'a pas du tout avoir envie de continuer. Et à un moment donné, ce mec-là, il va se faire traverser par un truc. Un truc qu'on connaît tous super bien. Les excuses. Elles sont toutes bonnes. J'ai pas le temps, je suis fatigué, j'ai du boulot, il y a des enfants à aller chercher. Non, ça, c'est qu'une excuse. Tu perds le jour où tu vas pas t'entraîner.
Parce que trop souvent, les gens, ils oublient le résultat final au profit d'un résultat immédiat. Et ça, c'est super important de jamais oublier le résultat final. J'oublie de vouloir avoir mes abdominaux pendant cet été, par exemple, au profit d'aller boire une bière avec mes potes. J'oublie mon plaisir futur, autrement dit mon désir, au profit d'une décharge endorphinique intense et instantanée parce qu'elle est facile. Ouais, mais entre un chemin facile et un chemin difficile, si on veut réaliser des grandes choses, il faut toujours choisir le chemin difficile. Toujours, toujours, toujours. C'est celui qui va le plus nous apprendre des choses sur nous-mêmes et qui nous permettra d'être extraordinaire. Et encore une fois, il n'y a pas de pouvoir. Quand je dis extraordinaire, c'est vraiment d'un point de vue littéral, c'est en dehors de l'ordinaire. Les gens qui sont en dehors de l'ordinaire, qui arrivent à faire de grandes choses, c'est parce qu'ils ont mis en place des routines et qu'ils n'ont pas oublié leur objectif final. Ils s'y ont accrochés. Ils ont continué à avoir cette capacité à rêver grand. Mais ça pose la question de la volonté en fait, parce que certes, tu dis il faut essayer d'associer l'épreuve entre guillemets, là, le congélo, à une récompense. Si tu veux, ça vient pas comme ça intuitivement. Tu vois. Alors pour le coup, moi, de manière très très modeste, je prends ma douche froide tous les matins, tu vois, depuis 2 ans à peu près. Mais moi c'est pas 3 semaines, tu vois. Au bout de 2 ans, ça me fait toujours chier tous les matins, quoi, tu vois. Et c'est un effort de volonté tous les matins. Voilà, tu vois, donc la prise d'habitude, moi, il me semble qu'elle peut parfois être quand même hyper longue, et surtout, moi, sur plein de domaines, tu vois. Je suis un grand fan, par exemple, du bouquin Atomic Habits, tu vois, qui décrit exactement ce que tu fais. C'est très compliqué. J'ai beaucoup de mal, moi, à développer de nouvelles routines parce que j'ai du mal à j'ai pas une volonté, je pense, à la base de faire. Alors, je sais pas si toi, c'est ce que t'as. Mais je manque peut-être de créativité pour me dire ok, voilà l'association positive que je vais faire pour rendre cette action cool sur le long terme, en tout cas voilà, ne pas abandonner parce que il y a une association positive qui se crée dans mon cerveau, quoi. En fait, je pense que quand c'est comme ça, quand je rencontre des gens comme ça, moi la première question que je leur pose, je leur dis ok, c'est quoi ton rêve? Et c'est très important, c'est pas ton objectif, c'est quoi ton rêve? En fait, trop souvent, on s'éloigne de son rêve. On s'éloigne de son rêve parce que on nous apprend, et surtout en France, en France on est très très bon pour ça, hein, on nous apprend à pas faire de vagues. On nous apprend à surtout pas rêver grand, hein, il faut bien rester dans la norme. Un petit rêve, c'est déjà bien. Et même nos meilleurs potes ou nos parents, moi c'est le cas, par exemple, j'ai mangé avec ma grand-mère hier. Elle m'a dit, non mais Romain, tu crois pas que tu vas trop vite? Et je lui dis, mais trop vite pourquoi en fait, et par rapport à quoi? Et je lui dis, toi mamie, t'as 86 ans. Je dis, est-ce que si là tu pouvais revenir 20 ans en arrière, tu ferais pas beaucoup plus que ce que t'as fait? Elle me fait, mais Romain, tellement. Et je dis, bah alors pourquoi tu me reproches d'aller vite, hein, en fait? En fait, le cerveau fonctionne par comparaison. Et donc, il passe son temps à se comparer, à se scorer. Je suis mieux, je suis moins bien, je garde, je jette. Pour de la récompense aléatoire, par une fonction très simple, c'est le circuit de la récompense, un circuit dopaminergique, dont le chef d'orchestre est le striatum. Le striatum, quand il décharge son hormone, qui est la dopamine, c'est comme si vous preniez 3 rails de coke. C'est de la bonne, quoi. C'est vraiment de la bonne. Et en fait, ce truc-là, il prend des rails de coke quand il se compare aux autres. C'est normal, qu'on le veuille ou non. Si on fait des expériences avec des singes, c'est très bien décrit dans le livre de Le Bug Humain, qui est génial et que j'encourage tout le monde à lire, où en fait il parle d'une expérience où il y a 2 singes, un singe à qui on donne 1000 cacahuètes et un singe à qui on donne 0 cacahuètes. Le singe où il y a 1000 cacahuètes, rail de coke, striatum, décharge de dopamine, forcément 0, rétention de la dopamine, autrement dit, dépression. Et puis après, on fait la même chose avec 1000 cacahuètes et 900 cacahuètes. Et alors, à ton avis, Christophe, qu'est-ce qui se passe? No clue. Exactement, la même chose, exactement pareil. Le mec qui a 1000 cacahuètes, rail de coke. Le mec qui en a 900, et pourtant il en a 900, c'est déjà pas mal. Bang, rétention de la dopamine. Et le pire du pire, c'est qu'on continue avec le singe qui a eu 1000 cacahuètes. Et on continue à lui donner que 1000 cacahuètes. Et bien au bout d'un moment donné, la dopamine arrête de se décharger. Si on a une récompense à la hauteur de ce qu'on attend, au bout d'un moment donné, il n'y a plus de décharge hormonale, il n'y a plus de dopamine. Par contre, si on donne moins que ce qu'on attend, c'est rétention de la dopamine, c'est le chemin de la dépression. Pour avoir un circuit dopaminergique et donc une fonction du striatum efficace, il faut attendre quelque chose
et avoir plus. Et donc, finalement, le cerveau est condamné, et je dis bien condamné, c'est tragique ce que je dis là, à en vouloir toujours plus. Ce qui explique pourquoi on veut une meilleure voiture, ce qui explique pourquoi on veut une meilleure maison, c'est pour ça qu'on détruit d'ailleurs la planète à cause de ce striatum-là, parce qu'il en veut toujours plus de plaisir instantané, plus de consommation sexuelle sur Internet, parce qu'on est là pour les 3B, boire, bouffer, baiser, élever sa position sociale pour pouvoir faire tout ça en utilisant un minimum d'énergie. Et la seule chose qu'on ait trouvée pour pallier à ça, finalement, c'est une autre fonction qui est en fait le cortex singulaire. Et lui, le cortex singulaire, il est aussi capable de décharger de la dopamine grâce à plusieurs choses. Et les deux grandes choses, c'est le sens, la notion de sens. C'est le pourquoi de Simon Sinek, par exemple, et le rêve. C'est-à-dire que si je n'ai aucun sens à aller prendre ma douche froide, même si ça dure 2 ans, je ne vais pas avoir ma décharge de striatum, parce qu'en plus, je donne juste ce que j'attends. Non, par contre, si ça nourrit un rêve qui, lui, va être très, très grand, et là, je reprends les paroles de Mike Horn qui le dit très bien, il fait « Vous savez que vous rêvez assez grand lorsque votre rêve vous fait un petit peu peur. » Oui, c'est tout à fait ça. Si on rêve pas, si ça fait pas un petit peu peur, c'est qu'on rêve pas assez grand. Et donc, il faut savoir rêver grand et se faire un petit peu peur. Et pour ça, mettre en place des routines qui vont répondre à ce rêve, mais ce truc intrinsèque, profond, qui va nous faire vibrer, sans se laisser avoir par la comparaison des autres. Parce que dans la vie, il y a les chevaux de course et les poneys. Il y a les leaders et il y a les followers. Heureusement qu'il n'y a pas que des chevaux de course, sinon tout le monde se boufferait la gueule. Mais il faut laisser les chevaux de course à des chevaux de course. Et tous les jours, il faut remercier les poneys d'être des poneys. Parce que c'est grâce à eux qu'on va se dépasser, qu'on va pouvoir finalement sortir du lot. Et heureusement que tout le monde que finalement il y a des poneys et des chevaux de course, quoi. Et alors, toi, aujourd'hui, tu continues, tu es détenteur du record du monde d'exposition au froid ou à la glace, voilà. Tu continues tous les matins à te baigner dans ton congélateur, oui, non, et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas y chercher? Alors, pour être très honnête, moi, je m'entraîne plus dans le congélateur, plus du tout. Je continue à prendre les douches froides parce qu'en fait, ça me ragaillardit le matin. J'y trouve un intérêt immédiat. D'ailleurs, quand je le fais pas, ça me manque. Donc, puis voilà, ça reste entre guillemets un souvenir de ce que j'ai fait. Et maintenant, on va aller chercher de nouvelles choses. Donc là, actuellement, je prépare mon doctorat en neurosciences. Donc c'est plus un effort intellectuel. Je continue cet été, je vais aller faire un 4000 mètres. C'est mon premier 4000 mètres. J'ai jamais fait d'alpinisme. Moi, ce que j'aime, c'est l'aventure. Donc, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est la raison pour laquelle j'avais commencé par l'Ironman d'Ambrun en 2016. Après, je suis passé sur le record du monde dans le froid. Mais voilà, le record, il va être battu, c'est une certitude, parce que l'être humain peut aller encore beaucoup, beaucoup plus loin. Moi, j'avais la capacité de tenir 3h30. Donc, je sais qu'il y a des gens qui vont aller le chercher parce qu'ils en ont l'envie ou le besoin. Moi, je n'irai pas rechercher un record. Finalement, ce chemin-là, je le connais. Et je vais aller prendre un autre chemin pour aller découvrir d'autres choses. C'est ce qui me plaît, moi, c'est la recherche de la connaissance. C'est ce qui m'a toujours motivé. Et en plus de ça, il se trouve que ça active le striatum. La recherche de la connaissance active le striatum, donc active le circuit dopaminergique. C'est juste que ça met 20 minutes, quoi. Là où un plaisir immédiat, ça va être instantané. La recherche de la connaissance, ça prend 20 minutes avant d'activer le striatum. Donc c'est un truc qui est bon à dire aux instituts et aux profs qui nous regardent. Tenez le coup, il faut au moins passionner les élèves pendant 20 minutes pour qu'ils aient une décharge de dopamine. Alors, tout ce que tu as expérimenté, exploré dans plein de domaines, aujourd'hui, la synthèse que t'en fais ou que tu pourras faire, je crois que tu as dit que tu avais des enfants, il me semble, ou j'ai dû le lire. Qu'est-ce que tu retiens comme bonne pratique à mettre en place, soit pour vivre mieux corporellement, soit précisément pour avoir cette capacité à vider la sphère neurocognitive que tu évoquais tout à l'heure? Alors déjà, la première chose, je dirais, c'est qu'il faut réussir à se foutre la paix. C'est super important. C'est d'ailleurs un livre de Fabrice Midal qui dit « Foutez-vous la paix, soyez narcissique ». Alors, je prendrai pas la deuxième partie, je prendrai juste la première. « Foutez-vous la paix ». Ça sous-entend qu'on est tous différents, on a tous un mode de fonctionnement différent. Des fois, je vois des gens qui disent « Oh Romain, moi je fais de la méditation, j'en fais tous les jours, mais tu comprends, quand je le fais pas, il se passe ci, il se passe ça, je fais mon yoga, ma méditation, je bouffe végétarien. » Ouais, ok, c'est peut-être génial si ça te permet d'être heureux et si ça répond à ton rêve.
Mais si tu vas chez tes potes avec ton tupperware, tu bouges végétarien, tu bois plus un verre d'alcool et que pour ça tu perds tous tes potes, mais tu vas peut-être un peu passer à côté de ta vie parce que il y a une étude qui est faite par l'université de Harvard qui est très connue et qui a mis en avant, en lumière les facteurs de longévité. Et en fait, il y en a qu'un seul qui est efficace, qui est véritablement efficace, c'est le nombre de relations qualitatives que l'on possède. Donc le premier conseil que je dirais, c'est ok, prenez le temps d'avoir de bons potes et de passer du temps qualitatif avec eux. Que ce soit en faisant du sport, que ce soit en buvant un verre de temps en temps, que ce soit, mais ça va être créer de la relation positive autour de vous. Entourez-vous de gens qui vous font du bien. Pour certains, ce seront des chevaux de course, ils vont vous inspirer. Mais attention, restez pas trop longtemps avec eux, parce que sinon vous allez vous partir vers la dépression, comme le singe à 900 cacahuètes. Et puis vous allez avoir vos potes qui sont plutôt des poneys, et là c'est vous qui allez inspirer. Et il va falloir trouver finalement ce juste équilibre entre être inspiré et être inspirant, et créer cet écosystème où vous vous sentez pleinement à votre place. Ça, c'est le premier conseil. Donc, moi, aux enfants, ce que je dis à mon garçon qui a 10 ans, c'est que je lui dis, avoir des potes à l'école, c'est tout aussi important que d'avoir des bonnes notes. Et je vais même aller plus loin, je pense même que c'est beaucoup plus important d'avoir des potes que d'avoir des bonnes notes à l'école. Mais ça, les profs ne le diront pas. La deuxième chose, c'est s'entraîner à trouver le positif dans sa journée. Voilà, mon fils de 10 ans, le soir quand je le couche et que je lui fais le bisou, je lui dis ok, Lucas, trouve-moi 3 kiffs. Alors les jours où on a été au parc d'attractions, c'est super facile de trouver 3 kiffs. C'est pas la question. Le jour où il a eu la dictée, le vendredi matin, qui s'est tapé une sale note, qui s'est fait engueuler par son prof, et que quand il rentre en plus, il a oublié son cahier de devoirs pour le week-end, et qu'il va se faire flinguer toute l'après-midi, c'est beaucoup moins facile de trouver 3 kiffs. Et c'est dans ces jours-là où je lui dis ok, aujourd'hui c'est pas facile, mais tu vas quand même faire l'effort de me trouver 3 kiffs. C'est d'orienter son cerveau plus solution là où il peut être orienté problème. Oui, d'accord. Et toi, et puis le programmer pour aller chercher les trucs positifs dans les journées futures qu'il va rencontrer probablement. C'est ça. Toi, tu tiens ce qu'on appelle un journal de gratitude où tu écris justement ces 3 kiffs tous les jours. Et tu vois, donc le journal de gratitude, c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler, qui vient de la psychologie positive, de Martin Seligman et de ses amis. On rencontre également certaines préconisations qui sont plutôt, et qui, à mon sens, sont plus alignées avec ce que tu dis, qui est pas simplement les 3 kiffs, mais les 3 trucs dont je suis fier aujourd'hui que j'ai accompli. C'est plus qu'un kiff, c'est parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai été acteur et sur lequel je me développe. Et donc c'est créer une association qui est pas simplement apprendre à être heureux, mais une association qui apprend à avoir du succès en fait. Alors là, personnellement, je tiens pas du tout de journal de gratitude. Bien que ça peut être une excellente idée pour les gens qui ont l'habitude d'écrire. Moi, j'encouragerais les gens à utiliser l'ensemble de ces techniques. C'est valable pour ça, mais c'est valable pour Miracle Morning, c'est valable pour faire de la méditation tous les jours, à condition qu'ils se connaissent bien. Moi, par exemple, je sais que voilà, je suis pas quelqu'un qui écrit. Je suis plutôt quelqu'un qui va verbaliser facilement. Donc, je peux me faire une note vocale ou je peux faire des choses comme ça. Mais ça, c'est pareil, je suis pas quelqu'un qui médite contre tout ce qu'on peut croire. Parce que moi, la première fois que j'ai découvert la méditation, je me suis assis, je fais du zen. Et on m'a dit, et maintenant, Romain, tu vas penser à rien. Et moi qui suis tout le temps dans l'action, tout le temps, c'était pas une technique qui était facile pour moi. Donc, je suis passé, par exemple, par l'auto-hypnose. Mais je n'ai pu comprendre que ça fonctionnait pour moi que parce que je me suis bien mesuré. Je me suis fait un électroencéphalogramme portable. J'ai mesuré la variabilité de mon rythme cardiaque. Et donc, le premier conseil que je donnerais aux gens, c'est d'apprendre à se connaître. Savoir comment il fonctionne. C'est le fameux connais-toi toi-même. Prends un peu de temps avec toi. Ok, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans ta vie? Quand ça a bien fonctionné pour toi, finalement, quels étaient les éléments qui étaient présents et que tu as réussi à mettre en place? Et finalement, oui, comment tu as agi derrière ça? On a tous une manière de capter l'information, plutôt de manière synthétique ou plutôt de manière arborescente. On a tous un type de mémoire spécifique, mémoire épisodique, une mémoire finalement qui va s'inscrire dans un cheminement neuronal qu'on utilise en permanence. Et une fois qu'on a capté l'information, qu'on l'a mémorisée, on a tous une mise en action, finalement, qui nous est spécifique, qui nous paraît simple. Mais on fait ça tout le temps. Moi, par exemple, la mienne, c'est trouver les fonctionnements et les micro-fonctionnements.
Et je réponds toujours à une quête impossible. Quand c'est impossible, ça me motive. C'est génial. Si c'est pas impossible, ça me motive pas. Si c'est juste dans la norme, ça me motive pas. Et ensuite, derrière, on a tous un type de reconnaissance qu'on va aller chercher. Bon, quand on va chercher un record du monde, on va pas faire le modeste, quoi. Là, c'est money, glory ou power. Bah, moi, c'est pas money, c'est pas power, c'est glory, quoi. C'est de la reconnaissance sociale. Alors oui, il peut y avoir une boursouflure de l'ego à cet endroit-là. À partir du moment déjà où on sait l'observer, on sait s'en prémunir. Parce que dans le monde dans lequel on vit, annihiler complètement son ego, je pense que c'est facile à dire lorsqu'on est dans un monastère tibétain à Katmandou et qu'on est sorti de la réalité consensuelle. Quand on a un dirigeant d'entreprise avec 40 personnes, comme c'est mon cas, si je annihile complètement mon ego, je vais pas pouvoir avancer. Donc c'est être bienveillant avec son propre ego et le mettre à sa juste place. Et ça, je pense que c'est ce qui va être le plus intéressant, clairement. Alors, si je récapitule, t'as dit avoir des potes, Ouais, avoir les kiffs, ouais, se connaître, autre ouais. chose que tu t'enseignes à ton fils ou que tu lui enseigneras comme pratique, tu vois. Enfin, genre par exemple, tu diras, tu sais, la douche froide le matin, c'est c'est un truc qui va te permettre de vivre 10 ans de plus Ouais, non, ou te c'est pas mettre à l'auto-hypnose ou je sais pas quoi. non, c'est pas si simple que ça. Il y aura encore deux choses. La capacité à reprendre le contrôle en situation extrême. Donc ça je le fais déjà avec lui. On saute des falaises de 11 mètres. Oui, il a déjà pris une douche froide. Mais pas la douche froide pour la douche froide, pas pour les bienfaits qu'on peut lui attribuer, juste pour avoir la capacité de reprendre le contrôle en situation extrême. Il fait du sport, il fait de la compétition et des fois il se met en colère, des fois il crie, il râle, il pleure parce qu'il perd et c'est normal, c'est un apprentissage. Donc je le mets face à l'échec régulièrement et je dis que l'échec il fait partie de la vie. Donc c'est reprendre le contrôle en situation extrême et également en situation d'échec. Et le dernier point, et ça fera la transition, c'est on s'entraîne, on s'entraîne et on s'entraîne et on s'entraîne encore et on s'entraîne jusqu'à échec. Par exemple, des fois on fait du sport, on s'amuse à faire du gainage. On fait pas du gainage pendant 30 secondes ou pendant une minute, quoi. On fait du gainage jusqu'à ce qu'on ne tienne plus. Et il y a des jours où on tiendra beaucoup plus, et des jours où on tiendra beaucoup moins, et on va le faire dans une attitude et on va le faire régulièrement. Et on va se confronter aux autres, dans lequel l'adversaire va devenir le premier coéquipier. Ça, c'est super important. Que ce soit un concurrent dans le cadre de l'entreprise ou un adversaire dans le sport, c'est le premier partenaire, en fait. C'est celui qui va nous aider à être meilleur. Et si on perd contre lui, si on a un adversaire punchy, ben c'est génial parce qu'il va nous permettre de vouloir aller chercher plus loin. Batman ne serait pas Batman s'il n'y avait pas le Joker, quoi, clairement. Si le méchant en face de Batman, il était tout bidon, ben Batman, il n'aurait pas les valeurs qu'il a, quoi. Pour avoir un héros, il faut un méchant. Si vous n'avez pas de méchant, ben, ce sera moins facile. Et Michael Jordan en parle très bien dans The Last Dance, qui est un documentaire sur Netflix. Quand il n'y avait pas de méchant, il se l'inventait, quoi. Il se l'inventait pour pouvoir aller le dépasser. Donc ouais, je rajouterais ça finalement. Solliciter l'échec, trouver son méchant pour potentiellement le sublimer et ensuite après pouvoir aller le remercier, bien que la plupart du temps, si c'est un vrai méchant, il comprendra pas pourquoi vous le remerciez. Mais moi j'ai remercié les gens qui m'ont foutu dans la merde très clairement et je les remercie encore. Mettez-moi en colère, c'est le meilleur moyen de me permettre d'aller chercher the next step. Le meilleur de toi-même, ouais. Ouais, Alors moi exact. je veux pas te mettre dans la merde. Je sais que t'es busy. Il va falloir que t'y ailles très vite. Ouais. J'ai juste une dernière question. Alors on a ébauché très rapidement les grands traits du système que t'as mis en place, auquel tu as réfléchi grâce à tes études et à ton expérience. Tu en fais la synthèse, je suppose, ou tu en proposes la synthèse au travers de ton entreprise qui s'appelle, si je me trompe pas, Alternative Solutions. Ouais, alors c'est un peu plus, Et du coup, si tu peux nous en dire plus sur où on peut trouver ce que tu proposes à tes clients, ce serait super chouette. Alors, effectivement, donc je suis un professionnel de santé. Là, en ce moment, je suis doctorant. Et en fait, tout ça, j'en ai fait une méthode, un modèle. Donc, que ça soit dans les cabinets situés dans le nord de la France pour les gens qui en ont besoin, mais très souvent, ça s'adresse aux sportifs de très haut niveau et aux dirigeants que j'accompagne sur plusieurs leviers de performance pour reprendre le contrôle de ce système nerveux autonome, donc soit dans la négociation et la prise de décision,
On utilise également ça dans le neuromarketing et la capacité de communiquer soit en interne, soit en externe. Donc ça va du processus RH vraiment au neuromarketing. Et on travaille également sur le leadership. Et donc ça se décline sous forme d'ateliers quand c'est avec les équipes ou en forme de conférences jusqu'à l'accompagnement individuel, que ce soit aux dirigeants ou aux cadres dirigeants. Et donc ça, la plupart du temps, moi j'aime bien la relation. Donc c'est des gens qui me contactent sur LinkedIn. Ils me trouvent sur LinkedIn. Il y a déjà pas mal d'informations qui circulent sur moi sur les réseaux. Il y a plusieurs vidéos qui sont faites lorsque je passe à France 3 par exemple. Et effectivement, c'est des gens qui m'envoient un message. Et moi j'aime bien la relation. Donc comme je te l'ai dit, c'est ce qui nourrit tout. Donc on rentre en lien via LinkedIn et ensuite c'est un call ou une visio et on fait des audits finalement en neurosciences appliquées au domaine de l'entreprise. Et ça, j'interviens beaucoup pour ces entreprises. C'est ce qui fait que, voilà, là, j'étais contacté hier, je serai à Miami et à Québec en 2023 pour ça. Et pour les particuliers, c'est soit dans les cabinets ou sinon, je forme des thérapeutes à ces méthodes-là pour tomber guéri, surtout sur les gens qui ont des pathologies chroniques. Et donc, on commence à en avoir un petit peu partout en France. Donc là, c'est pareil, j'ai pas encore mappé ça, mais si on m'envoie un message sur LinkedIn, en règle générale, je réponds très rapidement. Sous 72 heures, je réponds demain. Une petite histoire, une anecdote qui donne envie à tout le monde de te contacter du coup? Un petit succès ou un gros succès dont tu es particulièrement fier? J'aime pas la cour des miracles. J'aime pas la non, cour mais des un peu de storytelling, un peu de storytelling, c'est pas toi que j'apprendrai que... Ouais, ça fait partie du game. Après, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Il y a les gens qui vont s'entraîner, il y a les gens qui vont pas s'entraîner. Mais voilà, la dernière en date, voilà, c'est une jeune femme comptable qui est un peu coincée dans sa vie, qui dort plus, qui est en dépression, qui est en arrêt ou en tout cas qui est pas loin de l'être, qui a perdu goût à la vie et qui en 48 heures va vivre son rêve, acheter une maison et repartir dans la vie quoi, et reprendre contact avec sa mère avec qui elle n'avait pas eu de contact depuis très longtemps ou avec des relations très conflictuelles, et elle a eu la notice de son mode de fonctionnement pour potentiellement être heureuse dans sa vie. Voilà, ça c'est la dernière en date, ça date d'il y a 2 semaines par exemple. Voilà, ça c'est des choses qui arrivent. Et une autre, c'est des gens qui vivent des psychotraumatismes ou des businessmen qui vivent toujours la même boucle. En fait, c'est le fameux mais moi j'ai jamais de chance, je tombe toujours sur un connard, ou moi j'ai jamais de chance dans mon business, j'arrive jamais à passer cette étape-là. Bon voilà, c'est des dirigeants qui du jour au lendemain vont trouver une autre manière de faire leur business et ils vont passer cette étape-là et ils vont réussir dans leur vie, ou c'est des hommes ou des femmes qui étaient célibataires et qui vont enfin avoir leur système de fonctionnement et plus perdre leur temps avec des gens qui leur correspondent pas. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais encore une fois, j'aime pas trop la cour des miracles et donc il va falloir s'entraîner. Mais voilà, on sait que sur les douleurs chroniques, par exemple, type douleur au niveau de la bidoche ou douleur de dos qui dure depuis longtemps, ouais, on a un excellent résultat et on a des gens qui viennent du monde entier dans nos cabinets pour se faire traiter. Donc voilà. Cool. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé certains de tes insights, des éclairages sur le fonctionnement du cerveau. Si on souhaite en savoir plus et avoir le mode d'emploi de son propre cerveau, j'ai bien compris que c'est toi qu'il fallait venir voir. Et tout ça, j'espère que ça nous aidera tous à mener notre vie de manière XXL, sabre clair, j'ai envie de dire. C'est ça, super. Merci beaucoup Christophe du temps. Merci Romain. À bientôt. Et à bientôt, j'espère. Bye. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Sabre Clair. N'oubliez pas de me laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Déjà, ça me rendrait super heureux. Mais en plus, vous contribuerez ainsi à rendre ce podcast plus visible, ce qui serait vraiment super cool. Je vous dis à très vite et en attendant, n'oubliez pas de mener votre vie sabre clair.